Hello tout le monde, je suis Kevin Razier, vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Toujours un plaisir et un honneur de vous servir, analyser l'actualité à travers les médias. On essaye de faire ce qu'on peut. Voilà, c'est mon petit champ d'expertise et ça me fait plaisir de le partager avec vous, que ce soit sur Twitch, sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer ou sur Apple. Merci pour le soutien. Même sur le Tipeee, ça donne de la force. Continuez d'en donner. Ça nous permettra de pouvoir faire d'autres missions en live, de rester à 2 épisodes par semaine et surtout de pouvoir vous rencontrer et de créer cette putain de cérémonie que vont être les meilleurs d'or. On attend ça avec impatience. On a besoin de vous. Merci mille fois. J'ai vu que sur Twitch, ça soutenait aussi. Il y a Specimen23 qui a pris son abonnement. Merci beaucoup. Un abonnement Prime. Je sais pas du tout comment ça marche, mais en gros, si tu es abonné chez Prime Video, chaque mois, tu peux donner un abonnement Prime qui ne te coûte rien, mais qui soutient un créateur sur Twitch. Donc, si tu veux soutenir le petit créateur que je suis, c'est avec un grand plaisir. Je vais être assez rapide aujourd'hui parce que, comme je le disais pour celles et ceux qui est arrivé en préambule, les cracks de la première heure, je suis à Avignon, je suis comédien enchanté, je joue dans une pièce de théâtre et aujourd'hui c'est mon jour de relâche parce qu'à Avignon, faut savoir, le principe c'est que tu as cette année 1800 spectacles qui jouent tout au long du mois du 5 juillet au 26 juillet et on a 3 jours de pause seulement, sinon le reste du temps on joue. Et aujourd'hui c'est mon jour de relâche, la pause on appelle ça une relâche. Et je me suis calé 3 spectacles, voilà. Donc merci Lubiano, mon frangin, 12e mois d'abonnement, 1 an de craquerie, putain, tu fais plaisir. Et merci 1000 fois. Et donc, je me suis calé plein de spectacles, donc là, voilà. On va enchaîner. En tout cas, joyeux anniversaire à Lubiano pour ces 1 an de craquerie, ça fait trop plaisir. 1 an qu'on est sur Twitch, ça veut dire, putain, déjà, un peu plus, hein, mais ça fait trop plaisir. Écoutez, on va lire les réactions par rapport au dernier épisode parce qu'il y en a eu, hein, quand on a parlé de l'Apostat, là, Abder Camus, laisse tomber. Je pensais pas que sur Twitter, j'allais me faire enchaîner par des fachos et par la team Apostat. Enfin, c'est incroyable. Donc, on a des messages, des réactions. Karim LBD qui dit bravo Kevin, ne lâche rien. Bah, franchement, les gars, vous avez vu, je suis au charbon à Avignon. Dieu merci, on a une connexion qui fonctionne bien. Je fais mes streams. J'ai investi un paquet d'euros pile poil pour qu'on puisse faire des streams peu importe où je vais. C'est vraiment pour vous, pour plus qu'on ait ces périodes de pause. Donc voilà, j'espère que vous êtes contents. Et en tout cas, voilà, merci de donner de la force. Il y a 2 chaînes YouTube, t'as le replay, t'as les highlights et puis t'as le Tipeee si tu veux soutenir. Merci beaucoup. Il y a Bentou qui dit merci pour cette vidéo, tu nous régales. Bravo à toi de rendre ces horreurs drôles. Merci d'apporter la nuance par la religion. Par les religions, les hommes commencent par cacher les femmes et de les soumettre par les textes. Force à toi. Merci Bentou. Free Particle qui dit le plateau télé de CNews était admiratif, suspendu aux lèvres du musulman de service. Ça y est les gars, il va faire carrière chez CNews, tu m'étonnes. Samira Kalaf qui dit je suis musulmane, je ne porte pas encore le foulard, mais bientôt, Inch'Allah. Mais si c'est pas même si c'est pas facile en France. Par contre, l'histoire des tétons, c'est la première fois qu'on entend ça. Celui qui veut comprendre l'islam, il faut lire le Coran, mais évidemment en arabe, rien à voir avec certaines traductions. Exactement, c'est ce qu'on dit. Ahmad qui dit moi en tant que musulman j'aimerais qu'un auditeur puisse dire un très grand merci à BFM CNews lui et compagnie pour la pub qu'ils font pour l'islam, car plus ils veulent salir l'islam, plus les gens veulent connaître l'islam. C'est pas un hasard si la première sourate du Coran c'est Iqra, lis. Donc merci à ces médias, grâce à vous s'il y a plus de convertis, ne changez rien, continuez. Et enfin on a un message d'Abder Camus là, le fameux Bilal. Alors lui, il a ironisé, hein, il a dit ça. Il a laissé ce petit mot. Alors attendez, hop, 2 secondes, je vous règle ce petit truc là. Je sais pas pourquoi ça marche plus. Hop, ça a bougé, c'est pas grave. C'est parti, on l'a ici. Il a dit, attendez, je vais mettre un autre écran. Toute personne, voilà. Hop, toute personne qui souhaite savoir comment l'islam est défendu quand on ne peut pas assassiner les apostats est priée d'écouter les arguments de ce charmant Kevin. Smiley Kiri, smiley Kiri. Merci de salir cette religion exécrable, mon pote. Quand tu veux pour le débat. Merci de salir cette religion exécrable. Ah oui, parce que comme j'ai défendu l'islam, donc je l'ai sali. Cette religion qui est exécrable, donc ça c'est cohérent.
toute personne qui souhaite savoir comment l'islam est défendu quand on ne peut pas assassiner les apostats. Alors lui, par contre, ouais. Alors sache que les apostats, enfin, évidemment, il y a des pays où ils sont assassinés. Mais je veux dire, nous en France, on a justement cette chance à la base, la laïcité qui nous protège de tout ça. Donc tu as le droit de renier ta religion de naissance sans que tu puisses craindre pour ta vie. Et à aucun moment on songe, en tout cas en France. En tout cas, je parle pour une grande partie des gens, je pense qui. Alors c'est pas bien de faire ça habituellement, mais à aucun moment, moi j'ai entendu dans mon entourage des gens qui voulaient tuer une personne parce qu'elle avait décidé de ne plus être croyante. Donc, voilà, la posture qu'il prend, elle est peut-être valable en Arabie Saoudite, mais pas en France. Et quand tu veux pour le débat, j'adorerais être suffisamment calé pour accepter ce débat. Mais je connais quelqu'un qui l'est bien mieux que moi. Vous le connaissez pour les cracks qui suivent depuis le début. C'est Dr H, qui n'est pas disponible pour le moment, mais veuillez laisser un message et il vous le rappellera dès que possible. Lui, il te gifle, c'est-à-dire qu'il te cuit, mi-cuit, recuit chaque face dans le plus grand des silences, mais en fermant les yeux, ou juste avec le langage des signes, ou peu importe, mais en tout cas, tu ne tiendras pas 4 secondes. Mais du coup, ce sera intéressant parce que je pense qu'il a un niveau de lecture. Toi, t'as l'air d'avoir lu, ok, mais ce sera intéressant de l'analyser à travers son prisme à lui. Et dès qu'il sera disponible, ce sera un plaisir. Oui, bien sûr, Nafta, je n'euphémise pas les souffrances intrafamiliales possibles à apostasier. En France, évidemment, ça se fait pas comme ça. Je le vois juste si quelqu'un décide par exemple de ne pas jeûner alors que tout le monde jeûne. Dans certains milieux, dans certaines structures familiales ou sociales, ça peut être super mal vu et très difficile à vivre. Donc ouais, ça c'est clair. On n'enlève rien à tout ça. Avant de passer à la petite news HMD, il y en a 2, je vais quand même très rapidement, c'est un témoignage que je vais lire que j'ai reçu par mail. Si vous voulez envoyer des longs témoignages, contact@razi.fr. D'une personne. Salut Sabrina. Mais c'est pas Sabrina qui a écrit ce témoignage. Cette personne dit: salut Kevin. Voilà, je me permets de te contacter suite à une situation qui me paraît lunaire. Avant de commencer, comme tu es un grand reporter et journaliste, je te présente toutes mes excuses pour mon orthographe qui, je sais, laisse à désirer car j'ai toujours été mauvais en français, désolé. Alors, grand reporter et journaliste, c'est gentil, mais je suis juste qu'un saltimbanque, un artiste fan des médias. Donc bon, t'inquiète, on est ensemble ici, c'est safe place, the place to be. Alors, voici la situation. Me dit la personne. J'habite Nice. J'ai une fille scolarisée dans une école publique. Jusque-là, rien à signaler. Tous les matins, en ce moment, pour les grandes vacances scolaires, je l'emmène dans une autre école, plus loin pour qu'elle aille au centre de loisirs pour enfants. Sauf que je suis amené à passer devant son école maternelle. Et j'ai remarqué que son école accueille des enfants en ce moment issus d'une minorité avec des tenues très religieuses. Attention, je tiens à préciser que je n'ai aucun problème avec les croyances ou pas de chacun. Par curiosité, j'ai cherché à comprendre quel type d'association et de centre étaient en place pendant les vacances dans l'école de ma fille en me disant: mince, c'est dommage, si j'avais su, je l'aurais inscrite là-bas. Tu regarderas le programme et activités en dessous par photo que je t'envoie. Je me rends compte au vu des activités proposées que ma fille ne correspond pas au profil que cette association propose aux enfants. J'ai aujourd'hui 2 grandes questions. Il n'est pas exact que l'école de la République doivent être tenues de garder une exemplarité et une neutralité laïque entre toutes les communautés et confessions, même s'ils mettent leurs locaux à disposition d'associations. 2. Que serait-il passé si la situation était exactement la même, sauf à un détail près, remplace l'origine culturelle de l'association qui, là, est israélite, par une association musulmane avec des petits-enfants en camis et des petites filles voilées. Scandale, je pense, et déchaînement médiatique. N'est-ce pas un exemple flagrant des 2 poids 2 mesures entre les communautés? Encore une fois, je n'ai aucun problème avec qui que ce soit en France, peu importe la religion, l'origine ethnique, etc. Mais là, j'aimerais t'expliquer la situation injuste que vivent certains citoyens de ce pays, sans arrêt pénalisés et discriminés du fait de leur appartenance à l'islam,
par exemple, alors que de l'autre côté, on octroie des passe-droits à certaines communautés. Tu pourrais me dire ce que tu en penses de cette situation? Désolé du dérangement et continue ce que tu fais car j'aime beaucoup écouter tes argumentaires et commentaires. J'espère que tu trouveras le temps de lire mon mail à bientôt. Alors évidemment, je vais vous montrer les images qu'il m'a envoyées qu'il m'a envoyé là en pièce jointe. Alors, je vais mettre en plus grand même d'ailleurs pour que vous puissiez voir. Alors là, ça c'est le premier truc, c'est programme du GAN Israël. Donc là, on a des petits bonhommes là avec les petits kippas et les petits fils qui dépassent là. Je sais plus comment on appelle ça. Jeu de loi, acrobranche, machin. Ok, Shabbat. Ah oui, vendredi c'est Shabbat tout le temps. Machin, ok, d'accord. Et l'autre pièce jointe. Programme de juillet, primaire fille. Ah oui, d'accord, c'est séparé. D'accord. Kermesse, Shabbat, Kolobar, vente aux enchères, défilé de Signout, Color War, machin, ok, d'accord. Donc, j'avoue, c'est étonnant. Centre de loisirs gagne Israël Nice. Donc en fait, en gros, ils ont réquisitionné un centre de loisirs dans l'école primaire publique de la fille, de la personne qui m'a envoyé le message, pour y accueillir donc des enfants de confession juive pour un centre de loisirs de confession qui aura lieu tout le mois de juillet. Et bah écoutez, ma foi, je sais pas trop quoi y penser parce que j'ai pas la notion des obligations liées à une école. Bah déjà, j'aimerais avoir la vérification que c'est bien une école publique. Et de savoir quelles sont les conditions, etc. Tu vois. Sabrina, elle dit c'est au bon vouloir de la mairie. D'accord, voilà. Et effectivement, on peut se poser la question malheureusement en 2025, quid quand on voit comment les rares établissements musulmans sont la cible à chaque fois des administrations publiques. On peut s'imaginer que ce type de centre de loisirs n'aurait clairement, surtout à Nice, la ville d'Estrosi, n'aurait pas vu le jour, on va pas se mentir. Donc ouais, j'ai pas un argumentaire de ouf à t'amener, tu vois. Mais oui, voilà, si une association musulmane se fait toper, là on peut déposer plainte. Voilà, ça c'est une très bonne réflexion. Merci à FeedFeed. Je fais genre, en fait, je dis un coup Sabrina, un coup à FeedFeed, mais c'est la même personne. Mais c'est pour qu'à l'audio, les gens se disent putain, il y a là les gens qui participent. Merci Sab, merci Sabrina. Attendez, à FeedFeed qui répond à Sab. Et donc, ça c'est un précédent au moins, tu vois. C'est vrai que si demain vous avez une asso d'une autre confession et que si jamais, voilà, en fait c'est ça. Parce que soyons logiques et sincères et précis sur ce que nous on revendique ou pas. Moi, à titre personnel, je trouve ça cool que la République puisse accueillir, peu importe le lieu, des événements qui sont liés à un culte, parce que justement le but c'est de le protéger. Merci Lord Baski pour ton 10e mois consécutif d'abonnement, ça fait plaisir. Et donc par conséquent, c'est cool que la République puisse le faire avec tout le monde, voilà. Et que si jamais ça ne le fait pas pour d'autres religions, là au moins on aura un exemple qui servira d'argument, de jurisprudence, et qui j'espère pourra permettre à tout le monde d'être logé à la même enseigne, voilà, si je devais résumer. Donc je suis pas choqué qu'ils aient, comme la personne qui m'a écrit. Je suis plutôt curieux de voir ce qu'il se passera si jamais d'autres personnes demandent. Auquel cas, on pourra leur dire, les frérots, les chacals, on a des exemples que, merci, au revoir. On va passer aux petites news HMD qui font plaisir. Alors, Mila en garde à vue pour racisme, doxing et diffamation. Elle a fait 24 heures, je suis très content. Bon, bah, il ne le découvre que maintenant. Mais doxing, alors c'est le fait de chercher, de publier, de diffuser publiquement des informations personnelles sur quelqu'un sans son consentement. Souvent dans le but voilà, de nuire, d'intimider, de harceler surtout. Et donc elle a été attaquée par deux organismes, je crois,
parce qu'il y a quand même des gros dos. Hein. Elle parle de la gueule des immigrés maghrébins qui seraient consanguins, c'est pour ça qu'ils ont une sale gueule, etc. On a son space sur X où elle discutait avec des Israéliens ou des Franco-Israéliens qui disaient que on attachait sur un poteau les Palestiniens dans la rue. Et elle disait putain, je veux voir ça. Il y a eu tout un tas de choses horribles liées à son personnage quand elle dit que l'islamophobie l'a fait glow up, etc. Tous ces trucs qui nous ont montré que la petite victime qu'ils ont présentée à la base, parce qu'elle était victime de harcèlement, ils nous l'ont érigée en... Je vous l'avais déjà dit de toute façon dans ces cas, vous connaissez mon point de vue. Hein. Moi, j'ai jamais compris pourquoi les médias ont décidé de s'empresser. Enfin, j'ai jamais compris, on comprend maintenant. Mais ils se sont empressés de la présenter comme une victime de l'islamisme, etc. pour l'ériger en statut, en statut de la liberté d'expression et tout. Alors qu'au final, c'était juste une racho, c'était juste une cisra. Quelqu'un qui a des propos, mais scandaleux sur l'immigration, sur toutes les minorités. Et puis qui s'affiche régulièrement bah tu vois, proche de Zemmour dans les universités d'été avec Sophia Aram. Sophia Aram, vraiment Légion d'honneur, hein, je le rappelle, super, elle a eu la Légion d'honneur. D'ailleurs, il y a eu Alexis Kohler aussi qui a eu la Légion, enfin non, lui chevalier de mon cul, là, je sais pas quoi, alors que le mec, il veut proche de Macron, qui refuse de se présenter à la commission d'enquête à laquelle il est convié, dans son implication pour avoir laissé Nestlé vendre de l'eau contaminée. On a Bruno Le Maire qui est responsable de la perte de plusieurs centaines de milliards d'euros, qui a vraiment foutu la merde et qui est décoré. Enfin, il y a un moment, il va falloir qu'on nous explique le principe de toutes ces décorations, que ce soit chevalier de la table de mon cul ou de la Légion d'honneur. C'est-à-dire que, t'imagines quand t'es un artiste déjà, te dire que t'es récompensé par un État, par un gouvernement pour le travail que t'as fait. Déjà ça en dit long dans ton impertinence, tu vois, surtout par les temps qui courent. C'est-à-dire que là c'est pas pour récompenser Sophia Aram de toute son œuvre depuis des années, parce que personne calculait son œuvre jusqu'à présent. On sait juste qu'elle était claquée et qu'elle faisait de l'humour claqué, voilà quoi. Mais alors là maintenant tu te dis putain, je défends les puissants, je défends la vision que les médias ont décidé de choisir, le narratif, celui de l'État aussi majoritairement, et je m'attaque aux minorités. Et oh putain, j'ai que des récompenses. Tu te dis pas à un moment, putain, en fait, je crois que je suis du mauvais côté de l'histoire, là. Parce que c'est pas normal, normalement, je suis censé être un poil à gratter. Là, je suis quoi? Comme le disait Mourad Guichard dans son tweet, c'est quoi le féminin de laquais? Bref. Donc ouais, ces récompenses là, elles font froid dans le dos, elles sont dégueulasses. En revanche, il y a une récompense qui est sympa, c'est la médaille d'honneur qu'a donné le préfet de Paris à Fousseynou Samba Cissé, qui a risqué sa vie pour sauver une famille des flammes. 5 personnes, si je dis pas de bêtises, une maman, 4 enfants. Pauvre Gisèle Pellico, pardon, qui a reçu la Légion d'honneur à côté de ces gens, mais qui ne l'ont pas respecté, je te jure. Malheureusement pour... D'ailleurs, j'ai la vidéo. Pour notre ami Fousseynou, hein, il a dû recevoir une poignée de main de la part de Macron, et je suis sincèrement désolé, frangin. Vous connaissez votre gars. Quand il doit féliciter des Renois, Macron, il est beaucoup trop tactile. Je ne sais pas ce qu'il a à chaque fois, mais il aime bien ne pas lâcher la main et tout. Oh là. Félicitations encore. Merci pour ton message. Un très très grand bravo. Merci, c'est dans le de cet acte d'héroïsme. Je suis content que cette place ait terminé la médaille. Merci. Moi aussi, je suis avec la voix et vous pouvez être très très fiers. Ne veux pas lâcher la main. Allez hop, demain. Vous pouvez être fiers de lui. Hein. Merci beaucoup. Et il aime trop l'exotisme, je te jure, Manu il adore ça là. Ah là il est content là. Ouh là là, il y en a plein partout, de toutes les tailles. C'est Magic System, oh je suis content. J'adore ce que vous faites. Non, mais j'avais dit que je ferais. Par l'exemple qu'il a montré, c'est aussi pour ça que cette médaille soit présent avec sa famille au 14 juillet. Ah bon, on n'entend pas bien ce qu'il dit, mais il dit voilà, c'est pour ça qu'avec cette médaille, on était content qu'il soit présent avec nous pour le 14 juillet. Une relation et reconnaissance à ceux qui la servent. Vous avez vu aussi les gens étrangers défiler, ces femmes et ces hommes qui s'engagent pour... Vous avez vu aussi, je sais pas pourquoi il a précisé ça. Vous avez vu aussi la Légion étrangère défiler? Voilà.
Non, aucun lien, aucun lien. Je dis ça comme ça. J'ai vu... Allez, Brigitte, on y va. Merde. Oh, pourquoi j'ai parlé, moi? Oh, je suis con. Oh, je suis con, putain. Pourquoi je parle de la Légion étrangère, ma merde? Allez, on passe au Mezze. Mezze, les petites news à picorer entre amis et en famille. Ouh. Alors là, c'est Villepin qui est invité chez Darius Rochebain sur LCI et il parlait des médias français. Tiens, ça c'est notre délire, les médias. Et il a été cash. Hein. On va écouter tout de suite le discours de Domi concernant les médias français parce qu'il a dit les termes en direct de la station Thermal. Quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui considère que l'état de droit n'est ni intangible ni sacré, ça ressemble étrangement à ce qu'on entend aux États-Unis. Et le Trumpisme est en marche, vous savez ce qu'il est aujourd'hui. Vous allez découvrir demain jusqu'où il va. La guerre contre la science, la guerre contre les universités, la guerre contre toute forme de médias et de liberté d'opinion, c'est ce qui est en marche. Quand je me suis élevé contre la domination financière sur les médias, je pensais à monsieur Elon Musk et à Twitter. Je pensais à monsieur... À Twitter. Jeff Bezos et le Washington Post. Je pensais au fait qu'aujourd'hui, les médias français sont tenus par 10 milliardaires. 90% des journaux en France sont tenus par 10 milliardaires. Amen. 55% des plateformes numériques et de l'audiovisuel. Peut-être, mais la pluralité de la parole est là. La pluralité de la parole est là. Mais regardez... Oui, c'est vrai. Non, par contre, Darius Rochebain a raison. La pluralité de la parole dans les médias est là. Attendez, on a droite... Union droite, extrême droite, ultra droite, centre droit, libéral, ultra libéral, capitaliste. Non, vraiment, on a tout. Oh non. Alors, je comprends pas. Oh. Regardez le chemin. Regardez le chemin. Dans la plupart des dictatures qui forment le Sud global. Monsieur Rochebain, regardez. Regardez ce qui se passe. Le mec, vous avez l'argument de Rochebain. Non, mais regardez en Arabie Saoudite. Bah connard, toi tu te compares à ce qui est moins bien, toi maintenant? C'est comme ça que tu te rassures? Donc toi, demain, Darius, je te dis, ta chambre elle est dégueulasse, range-la. Tu vas me dire, ouais mais regarde en bas là, le mec il vit dans la rue, c'est dégueulasse ça, sa poubelle elle traîne par terre. Et il est tout dégueulasse, il a mis une tente. Donc ça va moi? Bah non, ça marche pas cet argument. Darius, on se compare pas à moins bien. On essaye de viser l'excellence. C'est ça le principe en fait. Qu'est-ce qu'il est con celui-là? Oh, il m'a énervé là. J'en profite, il n'y a personne dans la maison. Donc là, je vais m'énerver là. En plus, j'ai pas beaucoup de temps là. Oh, tu m'énerves. Le chemin fait par des personnalités autour des groupes Bolloré, de Monsieur Stérin. Regardez comment les rédactions aujourd'hui souffrent du diktat qui vient d'en haut, mais souvent oui, pour dicter, voire réécrire leur papier. Par rapport à l'époque de l'ORTF, il y a beaucoup plus de variété aujourd'hui. Mais quelle variété? Une université libérale qu'à l'époque de l'ORTF. C'est l'État qui, voilà, votre scepticisme vous honore, vous avez tout vu, monsieur Rochebain. Mais moi, ça m'inquiète. Moi, ça m'inquiète. Le fait que la démocratie française soit en train d'être sous pression d'un certain nombre de groupes d'opinion ou de pensée, ça m'inquiète. Et c'est réel. C'est réel et je vais directement vous montrer cette vidéo parce que là, il m'a vénère Darius Rochebain. Mais vous avez vu, hein, donc il a dit de la merde. Et là, on va directement... En même temps, le patron de Darius Rochebain, c'est... comment il s'appelle c'est Francis... c'est Francis. C'est Bouygues. C'est Bouygues. Je sais plus comment il s'appelle le patron. Là. C'est plus Martin. C'est qui le patron là, du groupe TF1? Hop, alors Rodolphe Belmer, oui, non, ça c'est le directeur général, mais le propriétaire du groupe, Olivier Bouygues, voilà, d'accord. Welcome les amis qui débarquent sur le chat. On va regarder directement cette vidéo, elle fait froid dans le dos, vous allez voir. Et pendant plusieurs semaines sur le projet secret de Vincent Bolloré, il y a deux choses qui comptent aujourd'hui pour le milliardaire, c'est le Christ d'un côté et de l'autre, sauver la France de son déclin. Pour ça, vous imaginez un milliardaire qui dit, alors moi, deux choses qui comptent pour moi, c'est l'islam, c'est Mohammed, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est là le déclin de la France, où je pense qu'elle a besoin de se relever. Le mec, il a même pas le temps de finir sa phrase, qu'il est déjà affiché S, T, W, X, Y, Z,
Perquise, URSA, Fisc, il a tout le truc au cul. Et là, genre maintenant, c'est quand même dingue. Genre on a l'équivalent, tu vois, on a l'équivalent catholique. Alors certes, il n'y a pas d'attentat, vous allez me dire, c'est pour ça qu'on flippe moins. Même si les attentats ultra-droite, merci le ministère de l'Intérieur de nous dire qu'il y avait une réelle menace. Attendez, mais déjà ça me fait froid dans le dos ça. Vincent Bolloré, il a un En fait, à partir du moment où ton idéologie elle est juste basée sur le religieux en partie, ça fait flipper quoi. Peu importe la religion. Instrument idéal, c'est son énorme groupe de presse, de médias. Ce qu'on a découvert avec Clément Lacombe, c'est que Vincent Bolloré invitait ses rédacteurs en chef, ses dirigeants de médias, directement dans son hôtel particulier pour leur donner ses directives. Normal, dans le plus grand des calmes. Dans le plus grand des putains de calmes. Ouais, même. Attends, j'ai pas vu. Ah, il y a même Magazine Géo. N'hésite pas non plus à appeler les vedettes de ces antennes directement pour discuter des thèmes qui vont être poussés ou des slogans. Là, pour celles et ceux qui écoutent l'épisode et qui ne regardent pas, ils viennent de montrer, quand ils ont parlé des vedettes, Laurence Ferrari, Pascal Praud ou encore Jean-Marc Morandini. À mettre en avant, Vincent Bolloré, il va jusqu'à intégrer certaines boucles WhatsApp de discussion concernant notamment les unes du journal du dimanche et les sujets qui vont être poussés à Oh l'enfer, le gars, c'est le gars sur WhatsApp, il lit tout, tu sais, tu te dis putain, faut pas faire le con, tu peux pas être un gif, un truc comme ça. Il est sur toutes les boucles, le bâtard. Il lit tout. Oh là 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 là. Et tu sais, tu te dis, oh, je pense pas, il calcule et tout. Bon, venez, on fait un truc sur la fraude et l'évasion fiscale. Et là, tu vois, Vincent est en train d'écrire. Oh merde, putain. Oh merde. Enlève. L'intérieur de son hebdomadaire, c'est quelqu'un qui intervient directement dans les choix éditoriaux. Tout est lu, tout est écouté, tout est validé par Vincent Bolloré. Vincent Bolloré a étendu son pouvoir également à l'édition. Aujourd'hui, il possède le groupe Hachette, qui compte notamment une maison d'édition, Fayard, qui est devenue sous sa coupe une machine de... Là, on regarde un extrait de l'émission d'une capsule du Nouvel Obs. Propagande idéologique. Il publie notamment Philippe de Villiers, le cardinal Sarah, mais aussi toutes les stars, les vedettes du groupe CNews qui vont être poussées. Cette maison d'édition, elle publie aussi Jordan Bardella. Vincent Bolloré a été à l'origine du soutien de la publication de cet ouvrage afin d'en faire un formidable support marketing pour le probable candidat à la présidentielle de l'extrême droite. Vincent Bolloré, ce sont souvent les... Faut trop rire les journalistes quand ils font ça avec leurs mains, là. Ça me fait trop rire. Tous les journalistes que je connais qui font de la radio, de la télé, sont là. Comme as, frère. Même moi, je commence à le faire à cause de mes faux pas. Politique qui le sollicite. Dans le secret de son hôtel particulier, il reçoit la quasi-totalité de la classe politique française, de droite et d'extrême droite. On y voit Jordan Bardella. La pluralité, hein. Mais aussi Éric Ciotti, Laurent Wauquiez. On sait que beaucoup de ministres du gouvernement le voient aussi. Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, Aurore Berger. Le but, c'est de s'attirer... Ah ouais, tous ceux qu'on aime, hein, tous ceux qui sont... très pondéré, de gauche comme de droite. Ses bonnes grâces et les bonnes grâces de son groupe. Mais Vincent Bolloré, il aime aussi beaucoup un autre homme. Il est allé déjeuner avec Bruno Retailleau. El famoso, el suprême. Là, c'est un peu le upcomers là qui cartonne, Bruno Retailleau. Place Beauvau, c'est quelqu'un qui partage ses valeurs, notamment son catholicisme, qui est quelque chose d'extrêmement important pour Vincent Bolloré aujourd'hui. Il espère réussir à pousser un candidat d'extrême droite ou de droite dure qui corresponde à ses idées et faire en sorte qu'un seul candidat soit en mesure d'y arriver pour, in fine, gagner l'élection présidentielle. On a enquêté pendant plusieurs semaines sur le projet secret de Vincent Bolloré. C'est un truc de ouf, hein. Vous avez vu, c'est flippant, ça fait froid dans le dos. J'ai envie de dire, comme on le disait à l'époque, à la guillotine les genoux, hein. Vraiment, auront la ref ceux qui l'ont. Parce que je l'ai eu grâce à un spectacle sur Victor Hugo il y a à peine 1 heure et je me la raconte. On continue. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que voilà, c'est réel, hein, cet entrisme incroyable de la droite catholique dans les médias, dans la politique. Vous l'avez vu, la sphère d'influence, elle est flippante. Il faut savoir que j'écoutais Johan Chaputto ce matin là, à la salle. Ouais, parce que moi, quand je vais à la salle de sport, j'écoute des podcasts, j'arrive plus à écouter de la musique, je vois pourquoi. Et il expliquait que le libéralisme, ça a toujours été des entrepreneurs libéraux qui ont fait monter le fascisme dans l'histoire, voilà. Ah bah Louis Croix bâton, les références à nos inconnus. Donc ouais, non, franchement, c'est intéressant de se le rappeler et de le dire et de répandre le message à vos amis qui seraient pas trop au fait de ce qui se passe, de comment le
le camembert médiatique est réparti. C'est assez normal aujourd'hui que la pensée de droite, elle soit majoritaire dans les discours autant que dans les papiers ou les chaînes d'information, tout simplement. Dans le pire, le meilleur, c'est Meilleur Habib. Meilleur Habib a tweeté un truc horrible. Alors là, franchement, mais quelle raclure de bidet celui-là. Il a dit beaucoup de Gazaouis sont des violeurs, des assassins qui ont massacré, brûlé, violé des femmes et des enfants parce que juifs. Peu importe, ils sont Gazaouis. Alors ils peuvent à partir d'aujourd'hui prétendre à un statut de réfugié en France. Où va la France? Où va la France avec cette tête en ce jour de notre fête nationale, je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer. Les deux sans doute. Irresponsable, dangereux, immoral et pathétique. Alors vraiment, c'est incroyable parce que pendant qu'Israël tue en masse, il essaie de tuer les Gazaouis une deuxième fois en étant contre l'idée qu'on puisse leur donner l'asile en France. Bah voyons. Meilleur. Comme je l'ai toujours dit, hein. Meilleur, c'est loin d'être le meilleur des Habib. On préfère Habib Bey. Vraiment, c'est honteux. Encore une fois, il brille, hein, il brille par sa médiocrité, son inhumanité et sa haine des Gazaouis. Il essentialise la position, enfin, des Palestiniens et leur essence. Enfin, c'est dégueulasse ce qu'il est en train de faire. Il y a Nostalgie sur Twitter qui dit aujourd'hui nous savons, preuve à l'appui, qui vole, viole, assassine, massacre, brûle femmes et enfants innocents. Tu finiras tes jours derrière les barreaux, sale chien. Waouh. C'est violent, mais dans la Cuenta, Meilleur Habib, s'il y a le tribunal de Nuremberg 2.0 et qu'il y a le tribunal de Gaza, mon pote, lui, ça va être quelque chose. Hein. Ça va être quelque chose. Fares qui dit, ça va le racisme anti-palestinien? On ne dérange pas Porcinet. Pas d'attaque, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On dit raclure ou cheesecake de fromage de chibre. On dit des trucs classe. C'est Bankso qui dit s'il y a une chose qui vous a été épargnée, c'est d'avoir une once de dignité. Vous êtes le décalcomanie inverse parfait. Tous mes amis juifs. Alors, il a voulu faire une bête de phrase, mais là, il s'est foiré. Là. Vous êtes le décalcomanie inverse parfait. Tous mes amis juifs. L'incarnation de toutes les médiocrités, toutes les bassesses, et en rassemblant si bien ce que l'humain a de sordide, vous êtes l'anti-juif. On n'a pas d'incitation à la haine en légitimant le non-recours à l'assistance à personne en danger. Ah, peut-être. Ah bah tiens, très vite, faut que je vous place ce truc aussi de ouf, parce qu'on parlait de Bolloré juste avant, on parle de raclure. Dans le journal du dimanche, donc du groupe Bolloré, ils ont inscrit comme événement les 100 ans de Mein Kampf, le livre d'Hitler, dans l'agenda hebdomadaire. Ils l'ont mis entre l'ouverture de Disneyland et l'anniversaire du prince de Monaco. Tout simplement. Est-ce que j'ai la photo? Non, parce que ça, c'est quand même... Il faut le faire quand même. Hein. J'ai la photo. Voilà, ils se sont dit, ah, au fait, l'agenda du mois... Il y a les 70 ans de l'anniversaire de l'ouverture de Disneyland. Il y a aussi l'anniversaire du prince de Monaco, le prince Albert, hein, qui célèbre ses 20 ans de règne. Le 100e anniversaire de la publication à Munich de Mein Kampf d'Adolf Hitler, évidemment. Et enfin, Attends, quoi les 20 ans de règne de Monaco. Non, mais après. Oui, oh, il y a la livre. Les 100 ans d'un livre, quoi. C'est le 100 ans d'un livre. C'est le centenaire, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, ça va. Au milieu, posé, comme ça, dans le plus grand des calmes. Qui s'est dit que c'était cool de notifier cet anniversaire-là? Et je suis sûr qu'eux, ils vont te dire, non, mais c'est juste un point de vue historique. Mais en aucun cas, nous ne célébrons. Mais voilà, mais les gens font des polémiques pour rien. Mais c'est insupportable. Mais c'est un détail de l'histoire. Mais c'est... Oh, c'est insupportable. Le moindre scandale des wokistes. Moins que rien pour une simple date d'anniversaire. Mais peut-être qui compte pour certains. Mais c'est insupportable. Ouais, quand je vous dis que là, on est dans un
On est dans une ambiance qui est quand même assez dingue et c'est pas fini. Hein. D'ailleurs, très rapidement, ah bah ça c'est un sujet qui est mêlé. Bayrou a parlé aujourd'hui, c'était pas prévu. Il y a Bayrou a parlé et en gros il a dit c'est ça, qu'il voulait supprimer 2 jours fériés. Voilà. Il propose de supprimer le 8 mai et lundi de Pâques, je crois. Ouais, je sais pas. Je sais plus c'était lesquels les jours là. Attends, je vais vous retrouver ça. Ouais, lundi de Pâques. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Bon, bah ça c'est Bayrou. Hein. Il a décidé d'avoir des mesures dans sa life. Il s'est dit, ah, ça peut être bien. Ensuite, il a dit, budget 2026, nous sommes devenus accros à la dépense publique. Hein. Je trouve que là, niveau dépenses publiques, nous ne pouvons plus éluder cette menace. Hein. Il est tard, mais il est encore temps. Voilà. Et donc, il annonce que voilà, il y a un fonctionnaire sur 3 qui partira à la retraite, qui ne sera pas remplacé. Voilà. Mais le culot est choqué, je te jure. Le mec qui te dit accro à la dépense publique, je vous rappelle que... oui, voilà, c'était lundi de Pâques et le 8 mai qu'il a annoncé. Il annonce une année blanche pour 2026 sans hausse des prestations sociales ni des pensions de retraite. Il veut un effort budgétaire qui sera porté à 43,8 milliards d'euros contre 40 milliards envisagés. Et au registre des économies, un fonctionnaire sur 3 partant à la retraite ne sera pas remplacé, a ajouté Monsieur Bayrou. Voilà. Donc le 8 mai 45 et le lundi de Pâques, faut que ça taffe. Voilà, faut que ça taffe. Parce qu'il trouve qu'on est accro à la dépense publique. Et ce bâtard, n'oubliez pas qu'il nous parle d'accro à la dépense publique. Mais pour rappel, François Bayrou avait fait 2 heures d'avion pour prononcer un discours de 27 minutes sur les énergies renouvelables. Sur les énergies renouvelables, hein. Le mec fait vraiment l'antinomisme parfait. Le Premier ministre a fait un aller-retour à Biarritz, au Pays Basque. C'était le 19 juin avec un Falcon gouvernemental pour promouvoir la géothermie. Ah bah là tu l'as bien fait monter ta géothermie, Chacal. Et donc c'est ce mec qui prend le Falcon pour 27 minutes de discours, qui se permet de dire ouais, on est quand même accro. On est quand même accro aux dépenses publiques quand même, je trouve. Hein. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve qu'on a un truc avec les dépenses publiques. C'est un peu beaucoup, je trouve. Alors c'est marrant parce que on va regarder un graphique qui nous vient de l'OFCE. L'OFCE, c'est quoi? Très bonne question. L'Observatoire français des conjonctures économiques. C'est un institut de recherche en économie qui est rattaché à Sciences Po Paris, qui a été créé en 81. Et en fait, il fait des analyses économiques indépendantes, des prévisions, etc. Il évalue les politiques publiques et tout. Pourquoi il est important? C'est parce que contrairement à Bercy ou à l'INSEE qui dépendent de l'État, l'OFCE est indépendant. Voilà. C'est un des rares endroits où tu as des économistes qui bossent hors influence directe du pouvoir, avec un prisme souvent plutôt social-démocrate, keynésien, pro-service public, plutôt que les think tanks libéraux type IFRAP, etc. Donc pourquoi c'est intéressant que je vous raconte pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, là, on a ce graphique que je vous montre, qui est assez dingue. En fait, c'est l'évolution des aides publiques aux entreprises et des aides sociales et du PIB, base 100 en 2005. Et comme vous pouvez le constater, la courbe rouge, c'est celle des aides publiques aux entreprises. Et en dessous, celle en bleu, pour les daltoniens, c'est celle qui est la plus en bas. C'est celle des aides sociales. Et celle du milieu, celle en vert, du coup, c'est celle du PIB. Avec un petit pic sur 2020, puis après ça rechute. Donc comme vous pouvez le constater, les aides sociales sont bien plus faibles en termes de coûts, hein, en termes de dépenses publiques, que les aides. Là, c'est un vrai braquage, vraiment. Mais quand je dis bien, c'est bien. J'aime bien. Voilà, c'est vraiment en mode Richie Goloser. Moi, j'aime bien. Non, mais le delta, il est incroyable. On parle de 211 milliards d'euros d'aide. J'écoutais une vidéo ce matin là-dessus.
euh, de Blast et aussi de Thomas Porcher sur le média, 211 milliards d'euros d'aide publique et de cadeaux aux entreprises. Et sachant qu'il n'y a aucun suivi, il n'existe, écoutez bien, la commission du Sénat qui a enquêté sur ces aides publiques dit qu'il n'existe aucun tableur Excel qui répertorie les aides fournies aux entreprises et qui ensuite font un suivi pour savoir comment elles ont été dépensées, etc. Machin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On donne l'équivalent de plus de 200 milliards d'euros à des entreprises. Évidemment, moi, je suis chef d'entreprise. Il y en a plein, je pense, parmi vous, des chefs d'entreprise. On les a pas vus, ces aides, hein, évidemment. Et nous, on est là plus en train de se dire, putain, l'URSSAF, il m'a saigné, putain, ci, putain, ça. Et donc, très facilement, quand tu as une PME, tu es tenté de voter à droite parce que tu dis, ouais, mais on n'arrive plus là, on respire plus, on n'arrête pas d'avoir des charges, je me paye quasiment pas, etc. Mais évidemment, parce que tu te rends bien compte que là, on a un banquier d'affaires depuis 2 mandats à la tête du pays. Tu as bien vu que ta situation n'a pas changé. Parce que justement, le même bail qui se passe entre les ultra-riches et la classe moyenne en termes d'impôts, comme je le rappelle, les ultra-riches payent l'équivalent, toutes taxes, impôts confondus, de l'équivalent de 24% d'impôts sur le revenu, alors que la classe moyenne paye en général 50% de ses revenus en termes d'impôts. Et donc, ben là, c'est pareil en fait. Même pour les PME, même si tu te dis, bon, ça va, je m'en sors, mais c'est vrai que je dois beaucoup payer, ben sache, chacal, qu'il y a des entreprises, une poignée au-dessus de toi, qui génèrent des centaines de millions, voire milliards d'euros, et c'est eux qui ont des aides, c'est eux qui ont des facilités. Et d'ailleurs, il y a un spectacle qui est incroyable, de Samuel Valency et de Pierre Éloi, attends, si je dis pas de bêtises, mais il s'appelle Made in France, il sera au Théâtre de la Renaissance, je vous en prie, allez voir cette pièce ultra engagée, ultra stylé, vraiment, c'est Samuel Valency et Paul Éloi Forget. Et ça parle justement de ça. C'est une pièce, voilà, en toile de fond sociale dans laquelle ça parle de l'entreprise, du syndicalisme, du cynisme des rachats des boîtes, etc. Et tu te rends compte que oui, évidemment, quand pour des raisons économiques, l'État doit faire acheter une boîte par quelqu'un d'autre parce que sinon il va y avoir des pertes d'emploi, machin. Les gars se disent, ceux qui vont racheter comme ils sont en position de force, ok, mais par contre vous m'enlevez les charges, par contre vous m'exonérez de ci, par contre ça, machin. Bien sûr, il y a des privilèges de fous malades pour les plus riches, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou que ce soit sur l'impôt sur le revenu. Et c'est pour ça, en fait, que même quand tu es chef d'entreprise, etc., et que tu crois que tu es un petit peu successful, tu fais pas partie forcément de l'assiette du dessus. Parce que toi, quand tu entends ce que je viens de te dire sur ces plus de 200 milliards d'euros d'aide aux entreprises, tu dis, mais elles sont passées où ces aides? Parce que moi, je les ai pas vues. Et ces aides-là, on n'en parle pas. Par contre, on va pointer du doigt la fraude au RSA. La fraude au RSA. Qui est peanuts hein, comparé à ça, hein, comparé à l'évasion fiscale des grandes entreprises et des grandes fortunes, comparé à le tax Zuckman qu'on aurait pu mettre. Pour toutes ces raisons-là, tu te dis, bah, frère, même les entrepreneurs devraient pouvoir s'identifier à ça, nous rejoindre, j'ai envie de dire, dans ce positionnement et de se dire, ah, en fait, j'ai compris. Ouais, salaud de pauvre. En fait, ce nouveau régime qui a été créé, c'est pour une caste et vous n'en faites pas partie. Voilà. Même si vous avez créé une entreprise, etc. C'est super, vous avez fait les efforts. Non, non. C'est vraiment, c'est un truc de ouf. Ah oui, il y a une autre info. La pauvreté et les inégalités sont au plus haut depuis 30 ans. Ça, c'est cool, là, ça va. 9,8 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté. 650 000 personnes ont basculé dans la pauvreté en l'espace d'une année. Les 20% les plus riches ont des revenus 4,5 fois supérieurs aux 20%. Ah mince, c'est pas bloquant. Hop, hop, hop. Je vais regarder la suite de ce bref de presse là qui était très très bien. Hop. Ta 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 ta. Alors. Et hop, récent, qu'est-ce que... Bah non, voilà, j'ai plus la brève. Bon, tout ça pour dire que foutage de gueule, que c'est bon, c'est fatigant. Ah,
Selon un rapport France Stratégie, la suppression de l'ISF... Ah ouais, putain, regardez ça. François Bayrou annonce qu'il veut supprimer 2 jours fériés. Un rapport sénatorial estime que cela rapporterait 4,5 milliards d'euros par an. Selon un rapport de France Stratégie, la suppression de l'ISF a causé un manque à gagner de 4,5 milliards d'euros par an. Merci beaucoup, François Bayrou. François Bayrou demande un effort aux malades pour baisser le déficit de la sécurité sociale. Le Premier ministre annonce 5 milliards d'euros d'économies sur la santé en évoquant notamment la prise en charge des affections de longue durée ALD. Putain, purée de pommes de terre. Le creusement des déficits publics et donc de la dette depuis 2017 en France s'explique avant tout par la baisse de la fiscalité sur les entreprises et les ménages, notamment les plus riches, indique une note de l'OFCE. Et c'est un scandale, vraiment. Oui, donc voilà ce que je voulais vous dire sur les pauvres et les inégalités. La pauvreté et les inégalités sont au plus haut depuis 30 ans. 9,8 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté. C'est un truc de ouf. Les 20% les plus riches ont des revenus 4,5 fois supérieurs aux 20% les plus pauvres. Un écart historique. Il faudrait remonter au début des années 70 pour constater des inégalités un peu plus fortes, indique l'INSEE. Le niveau de vie des 10% les plus riches a progressé de 2,1% en euros constants, tandis que 30% des plus modestes ont connu une baisse de leur niveau de vie. Je lisais un message, attendez. Alors, bonjour, si au moins la classe moyenne se disait, mais si on passe les ultra riches à un taux de 35% à la place de 24%, peut-être que les 50% de prélèvements qu'ils ont sur la gueule passeraient aussi à 35%. Je dis ça, je dis rien. Ouh là là, non, t'es bien trop logique. T'es bien trop logique, hein. Ça ne marcherait pas, enfin, ça ne marcherait pas. Non, mais c'est une dinguerie. Une mesure qui frapperait de nouveau les plus modestes au moment où les ultra-riches n'ont jamais gagné autant d'argent en échappant de plus en plus à l'impôt. C'est quand même dingue ce qui se passe, ouais. Les allocations, les retraites, etc. qui vont passer à l'as ce mythe de croire que les aides sociales sont en train de noyer le pays. Alors que chaque année, entre 10 et 14 milliards d'euros d'aides sociales ne sont pas réclamés. Les amis, même si vous pensez que vous n'avez le droit à rien ou que vous n'avez besoin de rien, renseignez-vous. La vie de ma mère, prenez tout ce que vous pouvez prendre parce qu'il y a entre 10 et 14 milliards d'euros d'aides sociales qui ne sont pas réclamées et on nous casse les couilles pour les fraudes au RSA de gens qui ont essayé de frauder 650 euros. Crois-moi que tu fais pas le fier quand t'es en train de frauder 650 euros. C'est pas que tu vas à Marbella tous les week-ends. C'est pas, si tu fraudes ce genre de bail, c'est que derrière tu taffes. Et que ça te permet de joindre les deux bouts, payer un loyer, acheter à manger, les gamins, machin. Mais c'est pas une jouissance. Vous voyez juste ça par le prisme, vous, les politiques, qui sont toujours en train de parler de ouais, la fraude ci. Vous voyez ça par le prisme de gens qui seraient contents. Moi, je te jure que quand je suis au chômage, eh ben, je fanfaronne pas. Alors après, moi, c'est différent parce que je suis artiste, donc on est au chômage hein, souvent. Parce que quand t'es intermittent, t'as en gros, si tu travailles pas, tu dis que t'as pas travaillé et t'as une intermittence. Ça dure 1 an et quelques à peu près. Mais entre-temps, plus tu travailles, plus tu reprends des heures et plus ça repousse le truc, etc. Mais grosso modo, le jour où t'as pas de plan, moi je suis connu pour être artiste, donc on peut se dire que quand je travaille pas, en fait, je suis en train d'écrire, etc. Mais quand t'es dans la vie profane, en dehors de l'art, et que tu travailles pas, tu dis ouais, je prends du temps pour moi, c'est cool, machin, j'essaye de voir ce que je peux faire et tout, mais regarde la pression sociale des gens qui disent tu fais quoi? Ah, tu travailles pas? Juste cette phrase, hein. Ça se trouve, en plus, ils veulent même pas dire ah, tu travailles pas, t'es qu'une merde, mais juste la réflexion, elle fait mal. Croyez pas qu'on se baigne dans notre RSA, on se dit wouh, on lâche bien dans le RSA, c'est trop bien, ça me rend dingue. J'ai eu des discussions avec des membres de ma famille qui ont ce genre de propos, qui sont persuadés que c'est ces putains d'aides sociales qui coulent la France. Mais non, chacal, putain, t'as entre 80 et 100 milliards d'euros d'évasion fiscale. Il y a 10 à 14 milliards d'euros qui ne sont pas réclamés parce que les gens ont honte de demander les aides. Ils ont honte. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est une question de dignité. Soit ils ne savent pas parce que les process sont relous, sachant que même quand tu dois aller choper ton argent chez France Travail, après que t'as fait 2-3 ans, tu dis bon ben là j'ai pas de taf, c'est le moment de me filer mon oseille, t'as l'impression que tu leur demandes un truc de ouf, genre oh là là,
Bah ouais, on va voir ce qu'on peut faire. Mais Chacal, j'ai travaillé en fait, j'ai cotisé, donc ferme ta gueule. Il y a 10 à 14 milliards qui sont pas réclamés. Tu fermes ta gueule, tu me donnes l'argent et au pire, si tu t'es trompé, eh ben ce sera inclus dans ces trucs qu'il y a en trop. Donc c'est un truc de ouf. Moi, je ne peux plus entendre les gens qui sont là en train de tirer sur les gens plus pauvres qu'eux en pensant que c'est ces plus pauvres qui sont la raison de leur malheur. Alors que là-haut, on est en train de panthéoniser des ultra riches qui ne payent pas du tout la même somme en termes de proportion d'impôts que vous payez. Mais je sais pas, mais réveillez-vous, putain. Arrêtez de croire que les gens les plus pauvres sont la raison pour laquelle vous êtes pauvres. Non, Chacal, ça se passe pas comme ça, je te jure. Allez, faut que j'avance, mais je suis pas content. Vraiment, je suis pas content. À chaque fois que je sais que voilà, vous avez l'habitude de suivre CKR, je suis tout le temps dans ça. Mais c'est franchement, ça me sidère, vraiment. Alors... hop. On change de game, mais c'est tout aussi énervant. L'armée israélienne a pris pour cible 112 points de remplissage d'eau douce et a détruit 720 puits d'eau, les mettant hors service, privant ainsi plus de 1,25 million de personnes d'un accès à l'eau potable. Putain. C'est scandaleux. Alors là, putain. Ils font en sorte de regrouper les gens, en fait, autour de points d'intérêt pour les tuer. C'est infâme. C'est infâme. L'armée la plus morale du monde, hein, ouais, je te jure. Merci. Hein. Et là, il y a plus de 200 membres de famille israélienne ayant perdu des proches pendant le 7 octobre qui ont déposé plainte contre l'autorité palestinienne qui avait rien à voir avec le Hamas. Et ils réclament l'équivalent de 230 millions d'euros de dommages et intérêts. Les gars, vous forcez le cliché, là, les frères. Après, vous allez avoir que des vannes antisémites, là. Mais là, vous tendez le bâton, là. La plainte déposée devant un tribunal israélien, et non pas un tribunal international, évidemment, hein, sinon ce serait trop facile, vise à tenir l'autorité palestinienne légalement responsable des actions du Hamas. D'accord. Les requérants demandent également de geler plus de 1,1 milliard de shekels, donc 280 millions d'euros, de fonds palestiniens. Cela est possible parce que l'argent destiné aux Palestiniens transite obligatoirement par les Israéliens qui ont le pouvoir de valider ou non les virements et qui se sert comme il veut au passage. Source I24 News. Bah c'est super. Un tribunal israélien qui va juger... Non mais ils vont payer. Et ils vont payer avec quoi là, l'autorité palestinienne? T'as cru que c'était le Qatar ou quoi? Ah bah si, le Qatar, ils financent le Hamas, donc ils ont qu'à donner de l'argent. Non mais c'est quoi, sans déconner? C'est quoi cette double condamnation que vous leur mettez là? Non mais... Vraiment, t'as un gars SF Belgique qui a mis plus de 60 000 membres de familles palestiniennes ayant perdu des proches du 7 octobre point d'interrogation, déposeront plainte également contre l'autorité israélienne réclamant plus de 1000 milliards d'euros de dommages et intérêts. Les familles demandent de geler tout argent destiné aux Israéliens. Je te jure. La vie de ma mère. Je te jure. Et il y a Megid Elnaas qui dit... et si les 100 000 familles de morts palestiniens demandaient des compensations pour leurs morts, leurs estropiés, leurs maisons, leurs écoles, leurs hôpitaux? Bah ouais, pourquoi pas? Bah ce serait cool. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu en plus cette vidéo immonde de ce projet de village humanitaire qu'ils veulent faire à Gaza. Écoutez, c'est scandaleux. Une opération humanitaire pour le gouvernement israélien, une étape préparatoire avant de commettre un crime contre l'humanité pour ses critiques. Le journal Haaretz affirme que le gouvernement israélien a élaboré un plan visant à déplacer l'intégralité des civils gazaouis vers la ville de Rafah. Le ministre de la Défense Israël Katz a révélé au cours d'un entretien avec la presse qu'Israël prépare la création d'une nouvelle ville humanitaire à Rafah. Au cours d'une première étape, il s'agirait de réduire le nombre de personnes qui se trouvent dans le village d'Al-Mawassi. Ce village côtier situé à quelques kilomètres au nord de Rafah a été désigné comme zone sûre par l'armée israélienne en décembre. Ah bah elle est sûre, hein, parce que vous avez tout rasé, donc là tu peux y aller. Hein. Là tu passes un coup de balai, t'es ok. En 2023. Pourtant, plusieurs bombardements s'y abattent, comme en mai 2024, lorsqu'une frappe tue près de 50 personnes dans le camp de déplacés de Tel al-Sultan. Israël affirme qu'il ne fournira pas d'aide et n'administrera pas la future ville dite humanitaire, mais qu'il cherche des partenaires pour s'en charger. Une Qui ça, Club Med Ouais, si...
Corsair Airlines, enfin n'importe qui quoi, s'il y a des gens qui veulent s'y mettre. Oh, des petits partenaires. En gros, les mecs ils veulent créer une ville. Ah, mais, écoutez un peu le projet. Une ville pour réunir à Rafah 600 000 personnes, au moins. C'est vraiment 600 000 déjà, ce chiffre il est chelou parce que t'avais envie de dire il y avait un peu plus de 2,1, 2,2 millions d'habitants à Gaza. Vous nous dites non, mais ça va, c'est pas un génocide. Et après, quand on parle des proportions, tu dis bah quand même, il manque beaucoup de monde. Hein. Même si c'est pas que ça, le génocide, c'est pas que le nombre. Il y a tout un tas de cases à cocher, qu'Israël a coché, hein, évidemment, vous inquiétez pas. Ils veulent réunir du monde et ensuite. Ça va être une espèce de camp de concentration géant. C'est ça qui inquiète d'ailleurs les ONG et même des gens à l'ONU, mais et des députés, enfin des parlementaires européens, etc. Et en fait, le problème, c'est qu'ils veulent réunir, ils disent un camp, une ville humanitaire qui va être un camp fermé, plus de 600 000 personnes, et que soit les gens y resteraient là, pour avoir de l'aide, hein, c'est une ville humanitaire. Soit s'ils ne veulent pas aller là, alors dans ce cas, ils émigreront vers un autre pays. Voilà. Mais c'est des départs volontaires, hein. Il n'y a pas de coercition. Non, c'est genre, soit ils vivent dans un camp où tout est surveillé et sous notre contrôle, soit ils vont dans un autre pays. Vraiment, à la cool. Vraiment, t'es détente. Embarras du choix, chacal. Ah ouais, merci. Purée de pommes de terre. Putain, qu'est-ce que ça me dégoûte. Mais tôt ou tard. Va péter. Et puis à l'occasion, on tire dessus dans la zone humanitaire, je te jure. Non mais c'est n'importe quoi, genre, je te jure. Je sais pas si vous avez vu là, juste pour le kiff, Kevin Bossuet qui parlait de la violence dans les fêtes de village, etc. Parce qu'en plus là il y a eu les fêtes de Bayonne il y a quelques jours. Il y a un CRS qui s'est fait frapper. L'homme il a été interpellé, garde à vue, je crois qu'il va prendre 18 mois. Bayonne c'est chaud, hein, putain. Là ça parle tout le temps de les banlieusards ils savent pas faire la fête, mais je crois qu'on a pas assez parlé de Bayonne. Hein. Je sais pas si vous avez vu les t-shirts là. Chacal, il y a écrit le bronzage, c'est comme le poulet, le meilleur c'est le blanc. Sympa. C'est toujours bon. Bon délire, hein, Bayonne. Bon délire. Hein. Ouais. On a trop hâte de pouvoir vous y rejoindre. Et donc, il y a évidemment notre GOAT. J'ai nommé Kevin Bossuet qui... Ouais, la photo est violente. Hein. Kevin Bossuet qui nous a fait une petite envolée lyrique, hein, comme on aime. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Si vous voulez, moi j'ai grandi dans un village de 300 habitants, au fin fond des Ardennes. Il me vénère quand il regarde la caméra déjà. Et il y avait une joie de vivre. Il y avait ce qu'on appelle finalement... une joie d'être ensemble. Il ne se passait pas grand-chose. Il y avait parfois, en effet, quelques bagarres. Il y avait parfois quelques gens un petit peu alcoolisés, mais que l'on maîtrisait. Sauf qu'aujourd'hui, on ne maîtrise plus rien. Vous l'avez rappelé, encore récemment, au moment des fêtes de Bayonne, il y a un policier qui a été notamment blessé. Regardez ce qui s'est passé au moment de la fête de la musique, ou même dans des villages. Il y a eu des bagarres qui sont... qui peuvent déboucher sur des blessures extrêmement graves. Et j'ai une pensée également pour Thomas à Crépol. Parce que lui, il était dans ce petit... Oh là là, il fallait qu'il fasse le lien. Petit village, dans cette petite commune. Et finalement... Il a une bouche de titan dans l'attaque des titans, c'est insupportable. Il en est mort. Il n'y a pas un événement dans notre pays qui n'est pas pensé à travers le prisme de la sécurité. Interroger les maires. Parfois, ils sont obligés de rogner sur leur budget pour faire appel notamment à des agents de sécurité et renoncer à certaines animations à cause notamment de cela. Et vous savez, dans quelques jours, je vais partir de France. Je vais aller encore une fois dans les pays de l'Est. Pour les vacances. Et je vais il part. Retrouver, si vous voulez... Vous revenez après. Oui, je vais revenir après, ne vous inquiétez pas. Ah merde, autant pour nous, il revient. Mais je vais retrouver, si vous voulez, l'insouciance de mon enfance. Cette capacité finalement à aller me balader en pleine rue pendant la nuit. Mais casse-toi vraiment. Et laisser mon portable sur une table. Vous savez, moi je suis allé en Pologne. Casse-toi, mais vraiment casse...
Va-t'en, chacal, mais va là-bas. J'ai laissé mon portable notamment sur une table. Je m'en suis aperçu 10 minutes après. Quand je suis revenu, il était toujours là. Et si j'avais été en France, évidemment que ça n'aurait pas été le cas. Donc, moi, la question est évidemment. la suivante. Qu'est-ce qu'on a raté pour en arriver là? Qu'est-ce qu'on a raté pour avoir atteint ce niveau de décivilisation, ce niveau d'ensauvagement? Décivilisation, ensauvagement, tous ces mythes. Hein. C'est marrant parce qu'on veut traiter la conséquence mais pas la cause, tu vois. Allez, tu veux quoi? Tu veux qu'on mette 20 policiers par rue, par ville, c'est ça? Bah oui. Et tu vas voir, hein, ouais, le problème il va être résolu. Bah oui. Parce que, et avant, alors du coup, c'était comment? Ah bah ouais, comment tu fais quand t'as pas accès aux données, sinon quand t'as pas accès aux études que les chercheurs ont faites? Moi, je pense que les Français, finalement, ne comprennent pas et ils ont l'impression, finalement, d'avoir Bah oui, on est cons, nous. Des responsables politiques qui ne prennent pas conscience de ce qui se passe dans notre pays et qui n'agissent pas, une justice laxiste et des... Une justice laxiste, bah oui, c'est connu, bah oui. hommes politiques, finalement, qui sont complètement déphasés par rapport au quotidien des Français. Oh, il m'énerve, en plus, à la fin, Zarma. Il a juste sa veste. Mais casse-toi! Oh là là, tu me zarefs. Oh là là, ça y est, je me suis énervé. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Pour info. En fait, le CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale, qui est rattaché au service du Premier ministre, assure que, bon, d'une part, hein, j'ai envie de te dire, je préfère évacuer le doute parce que je sais que ça plane, mais les immigrés ne sont pas à l'origine d'une augmentation du taux d'infraction dans les pays d'accueil. Voilà, ça c'est important de le dire. Et en fait, la violence a été divisée par 2 depuis 1994 et elle est encore très basse aujourd'hui. Les homicides. Les homicides ont baissé et divisé par 2 depuis 1994. Là, je vous donne des chiffres, c'est les enquêtes du CNRS, etc. Les violences non mortelles, ça explose? Non, les statistiques sont gonflées. C'est juste qu'il y a une meilleure prise en compte, et ça, c'est la sociologue Renée Zoberman qui l'explique, parce qu'elle est directrice de recherche au CNRS. Elle explique que le nombre d'actes de violence augmente depuis 6 ans, mais selon elle, ces chiffres ne sont pas une photographie exacte du niveau de violence en France. On peut d'autant moins se fier aux chiffres du ministère de l'Intérieur que la définition des délits de violence a changé dans les 40 dernières années. Donc tu vois, c'est pas tout noir ou tout blanc. En vrai, ça demande beaucoup d'analyse. Mais c'est un truc de ouf de voir comment à chaque fois ils nous la mettent dedans. Bref, je vais faire un petit scan très rapide sur le terme islamo-gauchisme. Parce que, on l'avait regardé la semaine dernière, Blanquer, l'ex-ministre de l'Éducation, avait dit que l'islamo-gauchisme existait. Enfin, il avait dit plutôt, dire que l'islamo-gauchisme n'existe pas, c'est comme dire que la Terre n'est pas ronde. Et là, on a notre professeur préféré d'histoire en banlieue, hein, qu'on vient de regarder, qu'on adore, hein, qui a oublié toute neutralité et qui devrait d'ailleurs être signalé depuis au rectorat dans lequel il exerce. En fait, Kevin Bossuet, normalement, il a un devoir, je crois, de réserve qu'il ne respecte pas du tout. Donc, si vous connaissez le process pour une raison de santé publique, hein, de préservation de nos enfants de la patrie, qui se trouvent sous sa responsabilité dans ces banlieues parisiennes, genre, contactez le rectorat et montrez les images. Tout est dans mon télégramme. Tout est dans mon télégramme, CKR. Ah oui, en plus, il avait des tweets, il a effacé que Blast avait sorti. Mais normalement, il faut les signaler, ils ne doivent plus enseigner. À défaut de pouvoir les éradiquer de notre... Et Barbara Lefebvre, pareil. À défaut de pouvoir les éradiquer de nos espaces médiatiques. Par contre, là, c'est très grave de se dire qu'on a des preuves comme cela. Donc, faites quelque chose, ouais. Kevin Bossuet, donc, va citer un chercheur d'extrême droite qui a créé le concept d'islamo-gauchisme pour essayer de le rendre intelligent. Et vous allez voir comment c'est intéressant, comment le flot de mots peut donner l'impression que tu dis quelque chose d'intéressant, mais qu'en fait, il n'en est rien. Regardez, c'est assez rigolo. On regarde tout de suite maintenant et c'est parti. J'invite Monsieur Baptiste à se rendre dans les universités parce qu'apparemment, il n'y va pas souvent et aller plutôt aussi dans les facultés de... il n'y va pas souvent.
sciences humaines et sociales, et il verra en effet que l'islamo-gauchisme est une réalité. Ce terme ne sort pas de nulle part, puisque ça a été créé notamment par le politologue Pierre-Henri Taguieff, notamment en d'extrême droite, hein, je précise. En 2002, et ça a été repris notamment par des chercheurs comme Gilles Kepel ou Florence Berclot-Blackger. Bon, on connaît un Berger au mon cul, là, c'est pas les références. Hein. Et regardez ce qu'il y a eu encore récemment. On a bloqué des amphis pour Gaza, je crois. Il y a dans certaines universités des salles de... Il a sorti que des rêves de merde, là, je vous le dis. Hein. Allez taper les blases, vous allez voir. Hein. Hier. Et même si vous quittez le cas franco-français, regardez ce qui s'est passé, par exemple, à l'étranger, aux États-Unis. Vous avez, par exemple, une philosophe, Judith Butler, qui a initié, notamment dans les universités américaines, les études de genre, qui a déclaré notamment que le 7 octobre était un acte de résistance. On est là à la jonction entre le gauchisme et finalement l'islamisme. Donc, c'est quoi le rapport là, son exemple? N'importe quoi son exemple. Il t'a cité une personne qui dit oui, le 7 octobre c'est un acte de résistance. Vous avez vu là la jonction de l'islamo-gauchisme. Frérot, déjà contrôle ta mâchoire, tu nous casses les couilles là. T'es pas obligé de la bouger comme ça autant là pour parler là. Oh! Nier les problèmes, forcément ce n'est pas possible, mais moi je pense que l'automne va être très chaud et que Monsieur Philippe sent qu'il va y avoir des coupes budgétaires, donc il essaye de mettre dans son camp finalement tous ces islamo-gauchistes pour éviter qu'ils râlent au moment où on va couper dans le vif. La jonction. Ouais bon voilà, il a raconté de la merde, voilà. En citant des chercheurs merdiques. Et bon, ce mythe de l'islamo-gauchisme, hein, faut savoir que le CNRS, vous savez ce qu'il dit sur l'islamo-gauchisme? C'est un slogan qui a été utilisé dans le débat public, mais qui correspond à aucune réalité scientifique, voilà. C'est parce que c'est un mot fourre-tout, au contour mal défini, et c'est surtout pour discréditer, enfin ça n'a aucun sens, et donc là, Dieu merci, LCI a fait le travail. Très rapidement, putain, je vais être en retard. Je vous montre un petit bout de vidéo d'un gars qui a fait le travail chez LCI. Vous revenez sur les propos de Philippe Baptiste, qui est le ministre à l'enseignement supérieur. Alors il a dit qu'il n'y avait pas d'islamo-gauchisme dans l'université. Alors il s'est fait recadrer par Elisabeth Borne, qui a dit bah si il y a de l'islamo-gauchisme partout dans la société, donc il y en a aussi dans l'université. Alors qu'est-ce que vous en dites? Exactement. Moi je dis carton rouge pour Borne et je vais vous expliquer. Ah bon? Alors premier point, peut-être certains des téléspectateurs découvrent Philippe Baptiste. Oui effectivement, c'est le ministre de l'enseignement supérieur et comme vous allez le voir, voilà, il a dit la semaine dernière en parlant de l'islamo-gauchisme, ce terme n'existe pas en tant que terme universitaire, il n'est même pas bien défini, donc cette notion n'existe pas. Il dit bien en tant que terme universitaire. Il est ministre de l'enseignement supérieur et donc hier, il a été démenti par, non pas sa ministre de tutelle, mais en tout cas la ministre du grand ministère qui est Elisabeth Borne, puisqu'elle est maintenant ministre de l'Éducation nationale, et je crois qu'on a un son, voilà ce qu'elle a dit. À la fois des personnalités et des partis politiques qui instrumentalisent l'islam, qui banalise l'islamisme radical. Quand un mouvement existe dans la société française, forcément on le retrouve à l'université. Alors, quand un mouvement existe dans la société française, forcément, on le retrouve à l'université. Alors déjà, il faudra qu'elle explique sur quoi elle se... On est sur LCI là en plus, attention. Hein. Base pour nous dire que ce mouvement existe dans la société. Mais en voyant cette remontrance qu'a faite Elisabeth Borne à son collègue, je me suis dit tiens, je vais aller me pencher sur ce qu'est vraiment l'islamo-gauchisme parce que c'est un terme que depuis 2002 on a cessé de voir pulluler dans le débat public à tel point que finalement tout le monde l'emploie sans jamais vraiment savoir de quoi il s'agit et précisément c'est la raison pour laquelle moi je donne un carton rouge à Elisabeth Borne parce que quand on est ministre en charge de l'éducation de nos enfants, la moindre des choses c'est d'employer des mots qui sont clairement définis. C'est ce punchline. On apprend à tous les enfants quand ils utilisent un terme, c'est de bien le définir. Alors, la définition, j'ai tapé sur un célèbre moteur de recherche, islamo-gauchisme, et donc je suis tombé sur cette proposition de résolution qui avait été déposée en avril 2024 par 2 députés LR, donc les Républicains, dont l'un des 2 est devenu le ministre de l'enseignement supérieur sous le gouvernement de Monsieur Barnier, c'était Monsieur Hetzel, et donc ils disent, voilà, il y a une évolution particulièrement préoccupante en cours dans un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur, et ils poursuivent,
et c'est là qu'en réalité ils définissent l'islamo-gauchisme de leur point de vue, du fait d'une minorité agissante islamo-gauchiste qui se situe à la convergence entre le militantisme révolutionnaire d'extrême gauche et l'islamisme. Donc l'islamo-gauchisme, c'est bien la rencontre, de leur point de vue, de l'extrême gauche révolutionnaire et de l'islamisme, pas de la défense de l'islam, de l'islamisme. C'est un mot fort. L'islamisme, il a fait des morts en France, il a tué au Bataclan, il a tué au Stade de France, il a tué chez Charlie Hebdo, donc c'est un mot très fort. Et donc j'ai continué à chercher et je suis tombé sur un communiqué du CNRS, qui est le Centre national de la recherche scientifique. Je me suis dit, puisque le ministre dit que ça n'a pas d'existence, et donc ils disent, les chercheurs du CNRS, l'islamo-gauchisme, slogan politique utilisé dans le débat public, ne correspond à aucune réalité scientifique, et ils vont plus loin. Ils disent par la suite, ce terme au contour mal défini fait l'objet de nombreuses prises de position publiques, tribunes ou pétitions, souvent passionnées. C'est le moins qu'on puisse dire. Je ne me suis pas amusé à compter le nombre de fois que le terme islamo-gauchisme apparaît dans le débat public, mais c'est par dizaines, et je mets évidemment de côté les chaînes de télévision qui en font une obsession particulière. Alors qui utilise ce terme? Parce que dans le débat public, moi je suis partisan de la liberté d'expression et on doit pouvoir tout dire. Qui utilise le terme d'islamo-gauchisme? Alors il y a l'extrême droite, il y a Éric Ciotti, il y a monsieur Bardella, il y a madame Le Pen, il y a monsieur Zemmour, et puis il y a ce que moi j'appelle la droite extrême. Alors monsieur Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur, un temps monsieur Darmanin, et plus surprenant, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Ça, on l'avait vu. Éric Nolot aussi. Non, mais c'est ouf, hein. A dit où les Françaises et les Français se désintéressent de la vie publique, où le débat n'a jamais été aussi violent. La course à la logorée syntaxique, la course à l'extrême droite, moi je dis les choses clairement, identitaire, racialiste, raciste, xénophobe, ne peut que faire du mal à la société. Et donc ce terme d'islamo-gauchisme, en réalité, il a été inventé pour discréditer les adversaires. Il n'a de réalité ni juridique, ni scientifique. C'est un mot valise qu'on entend partout, mais qui ne veut rien dire. Alors j'ai vu des sondages, les Français sont d'accord sur le fait qu'il y a de l'islamo-gauchisme, mais personne ne dit ce qu'est l'islamo-gauchisme. Donc mon message, c'est que la course à la force verbale cache en réalité la faiblesse de l'action. Donc plutôt que d'employer des mots toujours plus violents, peut-être nos politiques feraient-ils bien de travailler. Oh, poula, les mêmes Mike. Là, il les a terminés, je n'ai rien à ajouter. Voilà. Toutes celles et ceux qui utilisent encore le terme islamo-gauchiste, vous pourrez leur balancer la vidéo. Il est sur mon Telegram, c'est Air News. Je vais être en retard, mais je suis à 6 minutes en vélo parce que oui, j'ai pris un vélo. Alors je continue avec le no comment. Je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter, vous connaissez la règle. Juste des emojis uniquement. Et là, le no comment, il est chaud. Alors c'est parti, on commence. Le Média Frontière a diffusé une fake news au sujet de prétendu pillage à Marseille des jeunes des quartiers nord de Marseille pendant les incendies. L'info a été relayée par CNews, le RN, les Républicains, et c'était des images générées par l'intelligence artificielle. Des Israéliens ont brûlé des voitures et des maisons dans la ville de Bourka, à l'est de Ramallah, en Cisjordanie. Judée-Samarie. Et enfin, le compte X de Bruno Attal, le policier d'extrême droite, a été suspendu le 14 juillet 2025. Voilà. Un peu... pardon, j'ai rien dit. Pour finir, un peu de miel, et après je pars. Le miel, est-ce que vous vous souvenez de Frédéric Aziza? Frédéric Aziza, c'est ce mec chez Radio J, ouais, ça n'a pas duré longtemps, Mo, merci pour les emojis, qui a une obsession à demander à tous ses invités une question sur Mélenchon. Toujours la même. Aujourd'hui, quand on parle d'islamo-gauchisme, on pense LFI et Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il est hors de l'axe républicain? Il est plus républicain? Et Évrier, comme il l'a fait en dénonçant notamment la haine des musulmans, des LFI, c'est le parti du chaos. Et un axe, Mélenchon-Le Pen? Le plafond de béton, c'est Mélenchon? Est-ce que vous répondez à Mélenchon? Il n'est plus aux côtés des hommes, du côté de l'humanisme. Il a trahi la gauche. Mélenchon, c'est un cerveau malade. Est-ce que c'est Mélenchon, l'héritier de Le Pen, ou est-ce que c'est Marine Le Pen qui est héritière de son père? Qu'est-ce qui est le plus dangereux pour la France? La mélenchonisation des esprits ou la lepénisation des esprits? La mélenchonisation des esprits fait plus de dégâts que la lepénisation des esprits. Est-ce que la mélenchonisation des esprits... LFI, c'est le nouveau parti antisémite? Qu'est-ce que vous en pensez, Mélenchon? C'est un salopard. Un salopard. Il n'est plus laïque.
il n'est plus universaliste, il n'est plus républicain. Vous parlez de qui, de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Il savait très bien de qui il parlait, mais il veut entendre Mélenchon. Eh non, ça insupporte. Plus laïque. Il prend le tournant antisioniste pour masquer l'antisémitisme. Mélenchon, il a rallumé la flamme de l'antisémitisme à gauche. C'est un type qui n'a aucune colonne vertébrale. Un militant trotskiste dégénéré. Jean-Luc Mélenchon fait de la politique avec du fiel. Il est antisémite. La France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, après avoir été la honte de la gauche, deviennent la honte de la France. Il est manifestement antisémite dans... Donc vous avez vu, hein, je pourrais montrer ça pendant 1000 ans. Mélenchon est un salaud, mais... Mélenchon est un salaud, c'est un salaud antisémite. Tu sais, c'était pas suffisant. Mélenchon est un salaud, mais c'est un salaud antisémite. D'accord, là. Mélenchon est Capricorne. Un Capricorne antisémite pour vous? D'accord. Mélenchon est allé en vacances, des vacances antisémites. Le mec, il veut... Il y a un marquage, t'as Nuno Mendes. Vraiment, c'est la charnière, quoi. C'est... Vraiment, il l'a pas lâché, quoi. C'est un pressing, un contre-pressing, comme Chelsea, face au Paris Saint-Germain en finale. Bah bravo, vous avez foutu une sale ambiance. Je vous félicite pas. Bref. Maintenant, je vais vous montrer le miel. Le miel, c'est Yann Brossat, sénateur de Paris, PCF, Parti communiste, qui est invité chez Radio J. Et Aziza lui a posé la fameuse question. Écoutez-moi ce miel. Antisémitisme de Mélenchon, ça vous parle ou pas? Quand moi, Jérôme Guedj le dénonce, ça vous parle ou pas? Je ne me ferai pas dire que Jean-Luc Mélenchon est antisémite parce que je ne le pense pas. On peut avoir un certain nombre de divergences d'analyse. Je pense que l'antisémitisme progresse dangereusement et qu'il doit être combattu pied à pied, mais nous n'aurions pas fait alliance avec Jean-Luc Mélenchon aux Merde, il répond pas ce que je veux. Dernières élections législatives si nous avions pensé que d'une manière ou d'une autre, il était antisémite. D'ailleurs, l'antisémitisme, je l'ai dit tout à l'heure, est un délit. Et donc, quand on prononce des propos antisémites ou quand on commet des actes antisémites, on est condamné. Non mais là, il y a quand même une justice dans notre pays. Que je sache, ni Jean-Luc Mélenchon, ni les responsables de la France insoumise n'ont été condamnés pour ça. Mais ou alors vous avez des informations que je n'ai pas. On peut considérer quand on entend les choses, hein. Jérôme Guedj, non, en fait, on considère pas là. C'est soit il l'est, soit il l'est pas. D'autres élus socialistes de gauche, des maires, ainsi de suite, considèrent que quand ils entendent des choses, ils disent bah ça, c'est l'antisémitisme, c'est comme ça. Mais dans ce cas-là, qu'ils portent plainte. Et la justice sera saisie et elle les condamnera, puisque une fois de plus, l'antisémitisme, et heureusement, est un délit. Merci beaucoup Yann Brossat, c'est tout ce qu'il fallait reprendre. C'est tout ce qu'il fallait répondre à Aziza, c'est insupportable et que tout le monde en plus ait répondu premier degré. Bref, en tout cas merci de m'avoir écouté. Merci à toutes et à tous les cracks pour cette fidélité. On se retrouve jeudi ou vendredi plutôt pour le prochain épisode. Vendredi peut-être en journée. Mais en tout cas il y en a 2 par semaine, hein, au début de la semaine, hein, au milieu, fin de la semaine. Ce sera toujours comme ça. Merci à toutes et à tous, vous êtes au top et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.